Remplacer nos inputs par le Enhanced Input System. Cette vidéo est vraiment plus pour les gens qui utilisent Unreal 5 parce que c'est un nouveau système qui est seulement disponible dans Unreal 5. Mais comme il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé cette feature-là depuis à peu près 6 mois, je me suis dit que j'allais le faire quand même. Et aussi, avec l'arrivée de Unreal 5.2, Epic a décidé de complètement supprimer l'ancien système de input et le remplacer par le nouveau Enhanced Input System. Donc c'est pour ça qu'on est à peu près obligé de le remplacer si on veut continuer d'utiliser Unreal. Et bon, comme je veux que mon projet continue d'être supporté sur le marketplace, je suis obligé de le faire anyway. Donc on est parti. Donc, dans Unreal, première chose qu'il faut savoir, c'est que le nouveau Enhanced Input System, c'est un plugin et que si vous êtes dans Unreal 5.0, le plugin n'est pas activé par défaut. Si vous êtes dans Unreal 5.1, le plugin va être activé par défaut. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'activer vous-même. Mais si vous êtes dans Unreal 5.0 comme moi, vous devez l'activer manuellement. Donc, je vais aller dans mes plugins ici et je vais chercher pour Enhanced Input System qui est ici, Enhanced Input, et je vais activer le plugin. Ça me dit que le plugin est en bêta, mais je sais qu'il fonctionne bien, donc je vais simplement faire oui et redémarrer mon Unreal. Et maintenant qu'Unreal est réouvert, je peux enfin utiliser le plugin pour remplacer mes inputs. Donc, pour savoir si le plugin fonctionne bien, vous pouvez juste faire clic droit dans le Content Browser comme ici et aller voir la nouvelle catégorie qui devrait être apparue, la catégorie Input juste ici, qui nous permet de créer des assets d'input. Donc, nos input actions et mapping qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va utiliser ces deux assets-là ici. Et ces assets-là, on va s'en servir pour remplacer les inputs qu'on avait définis dans le Project Settings. Dans le fond, les inputs qui étaient utilisés dans l'ancien système, ils étaient définis dans le Project Settings et on va les remplacer par les nouveaux inputs qu'on a juste ici. Donc, vu qu'on veut les recréer, je vais aussi ouvrir mon Project Settings pour pouvoir voir c'est quoi les inputs qu'on a à recréer. Donc, je vais aller dans mon menu de input juste ici et on peut voir qu'on a deux action mapping juste ici et on a trois axes. Donc, le zoom, forward et right. Et ces actions-là qu'il faut qu'on remplace aujourd'hui. Donc, on va recréer les actions qui nous permettent de tourner la caméra ainsi que les actions qui nous permettent de déplacer la caméra et de zoomer. Donc, on va recréer toutes ces actions-là. En fait, peut-être pas toutes les actions, je vais les combiner ensemble. Je crois que je vais déplacer le déplacement de la caméra ensemble et la même chose pour la rotation. Mais bon, on va voir ce qu'on va faire. Donc, premièrement, je vais retourner dans mon Content Browser. Je vais aller dans mon dossier de Player ici et je vais me créer un nouveau dossier qui va contenir les assets de input qu'on va créer. Donc, inputs, dossier juste ici. On peut aller à l'intérieur du dossier et à l'intérieur du dossier, on va se créer quelques inputs. Donc, dans mes inputs ici, je vais me créer quelques input actions. Donc, input action, un autre input action et un autre input action. Et voilà, donc trois input actions que j'ai renommés IA underscore camera underscore move, IA underscore camera underscore rotate et IA underscore camera underscore zoom. Donc, c'est les trois inputs qu'on veut faire pour déplacer notre caméra dans le jeu. C'est les trois mêmes inputs qu'on avait dans le project setting, mais séparés dans des assets juste ici. On va pouvoir les ouvrir pour pouvoir les définir parce qu'en ce moment, c'est juste des inputs vides. Donc, il va falloir dire à Unreal c'est quoi qu'il faut faire quand on utilise ces inputs-là. Et cette partie-là, c'est vraiment la partie la plus complexe quand on commence à utiliser le nouveau système parce qu'on n'avait pas besoin de définir toutes ces choses-là avant. On faisait simplement créer nos inputs, soit dans des actions ou des axes, et c'était fait pour nous. Tout le reste, on n'avait rien à faire. Mais par contre, ici, dans notre caméra move, il faut lui dire, OK, est-ce que ça c'était une action ou un axis? Parce que les deux inputs sont maintenant combinés ensemble dans le même asset, l'asset action qui est ici, le input action. Donc, il faut qu'on lui dise nous-mêmes, OK, est-ce que cette action-là, c'est un input axis ou un input action? Et la façon qu'on va faire ça, c'est en utilisant le value type qui est juste ici. Par défaut, c'est un booléen. Et ce que ça veut dire, c'est que c'était une action. C'est soit tu presses le bouton ou tu lâches le bouton. Il n'y a pas de valeur associée. C'est oui ou non, le bouton est enfoncé. Et ça, dans le fond, c'est l'équivalent de ce qu'on avait ici pour nos actions quand on appuyait sur nos lettres Q et E pour tourner la caméra. C'était juste un button press une fois. Ça triggerait notre event qui tournait notre caméra. Donc, ici, ce qu'on va faire, vu qu'on veut pas que ce soit un action, on veut que ce soit un axis à la place parce qu'on veut continuer de déplacer la caméra continuellement quand on tient le bouton enfoncé comme qu'on faisait dans nos axis ici. On va faire exactement la même chose juste ici. Donc ici, dans notre value type, on va remplacer le booléen par un float. Mais en fait, là, j'ai décidé de combiner nos deux axes ensemble. Donc, comme je vais être capable de déplacer ma caméra autant d'avant en arrière que de gauche à droite, je veux utiliser deux axes. Je ne veux pas utiliser un seul axe. Donc ça, le float 1D ici, axis 1D, ça nous permet d'utiliser un seul axe. Donc avant, arrière, gauche, droite, comme on faisait avant, juste un seul de ces axes-là. Là, dans notre cas, on veut les combiner. Donc, avant-arrière et gauche-droite ensemble, ça va nous donner le axis 2D ici. Donc, on va pouvoir déplacer notre caméra dans deux directions avec un seul action mapping qu'on vient de créer juste ici. Donc, comme ça ici, ça va nous permettre de déplacer notre caméra dans deux axes. Et ensuite, il faut lui dire à quelle fréquence que cet événement-là va se faire appeler. Donc, dans les triggers, c'est ça. C'est ça qui va nous dire c'est à quelle fréquence que l'événement va se faire appeler. Donc, on va se rajouter un nouveau trigger. Et ici, on a quelques choix qui sont quand même intéressants. Donc, ici, on a le down qui se fait appeler à toutes les frames tant qu'il y a aussi longtemps qu'on a notre bouton enfoncé. On a le
hold qui se fait appeler seulement quand on tient le bouton enfoncé pendant un certain nombre de temps, et ensuite l'event se fait appeler, et finalement on a le pressed qui se fait appeler la première fois qu'on appuie sur le bouton. Donc dans notre cas, ce qu'on veut, c'est évidemment le down, parce qu'on veut que l'événement continue de se faire appeler encore et encore et encore, tant et aussi longtemps qu'on tient le bouton enfoncé, parce qu'on veut que la caméra continue de se déplacer dans la même direction, tant et aussi longtemps qu'on tient la flèche enfoncée. Donc dans notre cas, ça va être le down qu'on va utiliser, et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à faire pour configurer notre axis de caméra move. Donc on veut déplacer notre caméra dans deux axes, avant-arrière et gauche-droite, et on veut déplacer la caméra tant et aussi longtemps qu'on tient le bouton enfoncé. Voilà, donc là, je vais juste sauvegarder mon caméra move. Et en fait, avant de continuer, je vais juste réorganiser mes fenêtres un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus simple. Et voilà, donc là, on devrait être capable de voir nos project settings en même temps de nos inputs. Donc, parfait. Maintenant, on peut passer à la rotation de la caméra, donc dans Caméra Rotate. Et donc, pour la rotation de la caméra, ça devrait être relativement simple parce que c'est des action mapping, donc on devrait simplement avoir besoin d'un booléen ici pour nous dire si on vient d'appuyer sur notre bouton ou non. Mais par contre, j'ai été un petit peu méchant pour ça ici. J'ai décidé de combiner nos deux actions ensemble, donc le right et le left. J'ai décidé de les combiner ensemble, donc on a besoin de savoir dans quelle direction qu'on veut tourner la caméra. Et ça, on va utiliser un axis pour le faire. Donc un axis 2D, ça va être seulement un seul axe, l'axe gauche-droit, qu'on va avoir besoin. Donc c'est pour ça qu'on utilise un axis 1D, donc juste une seule direction qui va nous dire si on veut tourner la caméra vers la gauche ou vers la droite. Et ensuite, pour nos triggers, là, on veut simplement que ça soit appelé seulement quand on appuie sur notre bouton. Donc ça va être le trigger pressed qui se fait appeler seulement une fois lorsqu'on appuie sur notre bouton. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, on a un axis qui va nous dire si notre caméra elle tourne vers la gauche ou vers la droite, qui se fait appeler seulement quand on appuie sur notre bouton une seule fois. Ensuite, on peut passer au zoom. Et celui-là, il va être simple parce qu'on sait maintenant comment ça fonctionne. Donc, premièrement, notre value type, est-ce qu'on veut un booléen ou un axis? Est-ce qu'on veut que ce soit un action mapping ou un axis mapping? Dans notre cas, notre mouse wheel, on veut savoir si on veut aller soit par en avant ou par en arrière. Donc, ça va être un axis mapping parfait. Donc, ça va être un axis. Est-ce que c'est 1D, 2D, 3D? Bien, la caméra va juste dans une direction, soit on zoom in ou on zoom out. C'est juste droite ou gauche, ou avant, arrière. C'est pas avant, arrière, gauche, droite, up, down. C'est vraiment juste une seule direction. Donc, on a seulement besoin d'un axis 1D. Voilà. Notre input est maintenant un axis. Parfait. Maintenant, il reste juste à décider c'est quand on veut triggerer notre input. Et dans notre cas, on veut continuellement le triggerer tant aussi longtemps que la roulette de la souris a spin. Donc, si vous spinnez votre roulette de la souris super vite, comme vous voulez que l'événement continue de se faire appeler à toutes les frames tant aussi longtemps que la roulette n'arrête pas de spinner. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser le down. Comme ça va dire à Unreal de continuellement continuer d'appeler notre événement tant et aussi longtemps que la roulette de la souris n'a pas arrêté de spinner. Donc, à spin, à spin, à spin, à spin, notre caméra va continuer soit de zoomer par en avant ou par en arrière, dépendant de la roulette, la direction que la roulette elle va se déplacer. Parfait. Donc là, maintenant, on a créé nos trois inputs. Il reste seulement à les assigner à des boutons sur notre clavier parce que vous pouvez voir ici dans les project settings qu'on avait des boutons et des boutons, mais on ne peut pas les assigner ici directement dans nos inputs et ça va se faire à l'intérieur d'un autre asset. Donc, on va retourner dans le Content Browser. Je vais juste réorganiser mes fenêtres un tout petit peu. Et pour pouvoir assigner des boutons à nos inputs, il faut passer par le Input Mapping Context. Donc, dans les inputs, ici, on peut se créer un nouveau Input Mapping Context que je vais nommer EMC_default parce que ça va être notre mapping context par défaut. Et maintenant, on peut l'ouvrir pour assigner nos boutons. Et maintenant, on va simplement s'ajouter un mapping pour chacune de nos inputs. Donc, ici, dans mes mappings, je fais un petit plus ici et je peux m'ajouter, on va dire, mon Move Camera. Voilà. Ensuite, je vais m'acheter un autre mapping pour mon Rotate Camera, donc quand je tourne ma caméra, et finalement un autre mapping pour quand je zoome de ma caméra. Donc Move, Rotate et Zoom. En ce moment, il n'y a aucun input de clavier d'assigner à ces actions-là, donc je vais simplement me les ajouter. Donc pour mover ma caméra, je vais faire flèche d'en haut pour up, donc quand je me déplace par en avant. Ensuite, je vais me rajouter un autre mapping que je vais assigner à W, donc soit j'appuie sur la flèche d'en haut ou W, ça va déplacer ma caméra par en avant. Ensuite, je vais faire pareil pour par en arrière, donc down ou S pour déplacer ma caméra par en arrière. Et finalement, je vais faire gauche et droite. Donc, droite ici. Ensuite, je vais me rajouter D. Et finalement, je vais faire gauche, left. Et finalement, A pour gauche. Voilà. Donc, up, en avant, down, down, right, right, left, left. OK, parfait. Nos inputs sont définis pour nos déplacements de la caméra. On va faire la même chose pour le rotate et le zoom. Donc, je vais me rajouter deux inputs pour le rotate. Oups, deux inputs. Le premier, ça va être par la gauche, donc la lettre Q. Par la droite, ça va être la lettre E. Et finalement, le zoom de la caméra, je vais utiliser la roulette de la souris. Voilà, mouse wheel axis. Mais par contre, on n'a pas encore fini, parce que si vous vous rappelez ici, on avait des -1 juste ici pour inverser notre roulette de la souris parce qu'elle n'allait pas dans la bonne direction, ou notre mouvement forward-backward, donc quand vous voulez aller
par en avant ou par en arrière, il fallait dire, OK, -1 quand on va aller par en arrière, parce qu'on veut que la caméra recule et non avance par en avant. Même chose pour gauche-droite, ça nous permettait de déterminer si on allait vers la gauche ou vers la droite. Mais en ce moment, on n'a rien fait de tout ça dans nos nouveaux inputs qu'on vient de définir, donc il faut ajouter tous ces -1-là dans tous nos inputs. Par contre, si vous expandez un des inputs, donc on va commencer par le mouse wheel, pourquoi pas. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses et il n'y a pas la possibilité d'écrire juste -1, ça aurait été trop simple. À la place, il faut utiliser un modifier. Vous pouvez aussi ici rajouter de nouveaux triggers si jamais vous voulez que votre event trigger différemment dépendant de vos inputs. Donc, vous pouvez rajouter les triggers que vous voulez ici. Mais dans notre cas, les triggers sont déjà bien faits à l'intérieur de nos actions directement, de nos inputs directement. Donc, on n'a pas besoin de les modifier. On va simplement rajouter des modifiers par-dessus. Et les modifiers, donc des exemples de modifiers ici qu'on a, c'est mettons qu'on voulait avoir une dead zone qui nous permet de contrôler si quand l'input va se faire trigger, scaler notre input basé sur le field of view. On peut aussi smoother notre input. Donc, si jamais le input est super snappy puis qu'on veut que ce soit smooth, on peut le smoother ici. On peut scaler notre input, donc soit multiplier par 10 si on appuie sur une lettre ou multiplier par 5 si c'est une autre lettre, dépendant de nos inputs. Ça peut surtout varier dépendant si vous utilisez un contrôleur ou un clavier. Mais par contre, le input qui nous intéresse ici, c'est le negate. On pourrait utiliser le scalar puis multiplier par -1, mais le negate est beaucoup plus propre parce que c'est exactement ça que ça fait. Ça fait simplement multiplier par -1 et on n'a pas besoin de rajouter de chiffre. On peut simplement cliquer sur negate et ça va le faire pour nous. Donc ici, le negate fait simplement l'équivalent de notre -1 ici de scale qu'on avait pour notre input de zoom. Donc voilà, notre zoom va en -1, exactement comme il le faisait avant. Parfait. Donc là, notre zoom est fait. Maintenant, il reste juste à le faire pour tous nos autres axes ici, les axes qui s'en vont par en arrière et les axes qui s'en vont par à gauche, comme les -1 qu'on a ici. Donc, right et D s'en vont par à droite, pas besoin de le faire, mais pour le left, lui, on a besoin de le faire. Donc, je vais me rajouter un negate juste ici pour mon left, même chose pour le A, évidemment. Donc, negate pour le A. Ensuite, par en avant, on n'a pas besoin d'aller par en arrière parce qu'on s'en va par en avant, c'est un peu évident. Et ensuite, dans notre down, lui, on va aller par en arrière, donc on va multiplier par -1. Donc, negate, et ici, oups, pas lui, lui ici, on peut ajouter un negate pour le S. Voilà, donc par en avant, par en arrière, à droite et à gauche. En fait, l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc on a répliqué les -1 qu'on avait dans les project settings. Maintenant, on les a dans les negates qu'on a juste ici. Donc, negate, 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 qui sont égales à -1, -1, -1. Parfait. OK. Donc là, on est revenu comme avant. En fait, c'est pas très vrai parce que maintenant, on a nos action mapping ici, le Q et le E, qui sont combinés ensemble. Donc, il faut qu'on ait une façon de lui dire, OK, celui-là c'est gauche, celui-là c'est droit. Avant, on le savait déjà parce que le nom de l'action était complètement différent. Mais en ce moment, on a la même action. Il faut lui dire, OK, si j'appuie sur Q, je m'en vais par à gauche. Si j'appuie sur E, je m'en vais par à droite. Et de la façon qu'on va faire ça, c'est en négatant un des deux axes. Donc, il y en a un des deux qui va être en -1, qui va être l'inverse de l'autre et ça devrait fonctionner, évidemment. Donc, ici, dans mon cas, je vais simplement negate le E parce que c'est ce qui fit avec mon code. Donc, quand j'appuie sur E, je vais simplement négater mon result. Donc, je vais me déplacer dans la direction opposée à quand j'appuie sur le D. Donc, quand j'appuie sur Q, je m'en vais vers la gauche. Quand j'appuie sur E, je m'en vais vers la droite, qui est la direction opposée parce qu'il est multiplié par -1. Voilà. OK. Donc là, tout ça, tout le travail qu'on vient de faire, c'est simplement pour répliquer ce qu'on a dans les project settings. Maintenant, on doit aller utiliser ces inputs-là dans le jeu. Donc, je vais sauvegarder tout ça et on va réorganiser les fenêtres encore une fois. Et donc, maintenant, pour aller connecter nos inputs dans le jeu, il faut aller à l'endroit où on utilisait nos inputs, évidemment. Et dans notre cas, c'était dans notre player, dans notre BP Pawn, c'était lui qui était responsable de déplacer la caméra. Donc, si on s'en va dans le Event Graph, ici, on peut voir qu'on a nos inputs précédents. Donc, on a notre input access zoom, forward, right, et en bas, ici, on a la rotation de notre caméra. Donc, droite et gauche. Et on va remplacer ces événements-là par nos nouveaux événements qu'on vient de créer. Et pour ça, c'est simple. Il faut simplement faire un clic droit et chercher pour le nom de notre événement. Donc, IA Caméra Zoom. Donc, IA Caméra Zoom. On a notre événement juste ici qu'on peut utiliser. On va remplacer la pin blanche par le trigger, comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, la Axis Value, ça va simplement être le Action Value qu'on a juste ici. Et c'est tout. Maintenant, on vient de remplacer notre zoom et ça devrait fonctionner dans le jeu. Là, on va juste faire la même chose pour tous les autres. Donc, ça, c'était mon zoom. J'en ai plus besoin. Je vais le supprimer. On va aller ici et on va remplacer notre axis forward et right. Et dans notre cas, c'était combiné dans le move de notre caméra. Donc, IA caméra move. IA caméra move ici. Et là, ça nous donne un action value qui est un vecteur 2D. Donc, ça va contenir les deux axes en même temps, le X et le Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est combiner les deux ensemble dans notre calcul avant de setter notre location.
location desired. Donc, on n'a plus besoin de ces deux-là ici. Et en fait, le multiplication, on n'a pas besoin de l'avoir deux fois. Ici, ça va être notre forward vector. On en aura besoin. On a encore besoin de notre forward et notre right. Mais on va les utiliser un petit peu différemment. Donc, premièrement, notre trigger, on va le mettre ici. Donc, quand notre action est triggered, on va setter notre location desired basé sur notre forward vector et notre right vector comme qu'on faisait avant. Donc, on va simplement les additionner ensemble juste ici. Voilà. Je peux supprimer ça ici. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc, on va simplement les combiner avant de passer à notre location desired comme ça. Et maintenant, il reste juste à prendre notre action value et le passer à nos deux multiply ici. En fait, je vais avoir besoin de mon multiply de speed ici aussi parce que je veux prendre en compte ma vitesse en même temps que je déplace ma caméra, évidemment. Donc, je vais simplement prendre mon action value ici. Je vais commencer par le normaliser, normalize de 2D. Comme ça, si jamais on appuie sur les flèches, mettons en diagonale, par en avant et par à droite, on ne va pas se déplacer plus rapidement parce qu'on prendrait en compte comme deux axes en même temps, ils s'additionneraient ensemble. Mais quand on le normalise, ça va simplement faire en sorte que notre vitesse va toujours rester maximum à 1 fois 1 speed, pas fois 2 si jamais on tient deux flèches en même temps. Donc, si on tient juste une flèche enfoncée, on se déplace à 1 de speed. Si on tient deux flèches enfoncées, on se déplace à fois 1 de speed quand même. C'est ça que le normalize il fait. Sinon, si on tient une flèche enfoncée, ça se déplace à fois 1. Si on tient deux flèches, ça tiendrait fois 2. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va le normaliser ici, comme ça on a toujours la même vitesse. Et ensuite, on peut simplement le multiplier par notre vitesse qu'on avait avant. Donc, je vais splitter ça ici. Mon X va toujours être dans le X comme avant et le Y va être dans le Y juste ici. Parfait. Et voilà, donc quand on appelle notre move de caméra, on fait simplement faire tous nos calculs, donc d'avant-arrière en utilisant le X de notre action value et ensuite de gauche à droite en utilisant le Y de notre action value et on les additionne ensemble et on obtient le résultat final directement juste ici. Voilà. Donc, on fait juste combiner toutes les deux actions ensemble et ça nous donne un seul résultat à la fin. Et la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est le rotate. Donc, on va faire la même chose pour le rotate. On va combiner là, ces deux actions-là ensemble. Donc, je vais simplement supprimer ce que j'ai ici. Voilà, parce qu'on va seulement en utiliser un. Donc, je peux en supprimer un des deux. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et je vais supprimer ces deux événements pour les remplacer par le IA Camera Rotate Event que j'ai juste ici. Donc, quand il est triggered, on va rotater la caméra. Donc, on va la faire tourner. Et ici, il reste simplement à utiliser notre action value qui va déterminer si on va aller soit par à gauche ou soit par à droite lorsqu'on appuie sur notre action. Donc, pour faire ça, on va simplement la prendre et la multiplier par notre rotation speed. L'action value va être soit fois 1 ou fois moins 1. Donc, on va soit s'en aller vers la droite ou vers la gauche en utilisant notre vitesse. Donc, soit qu'on se déplace d'une vitesse de moins 45 degrés ou plus 45 degrés, par exemple, et on set la rotation basée sur la valeur qu'on vient de recevoir. Donc, moins 1 si on s'en va à gauche, fois 1 si on s'en va à droite. Parfait. Donc là, nos inputs devraient être remplacés, la rotation, la position et le zoom, et maintenant, on devrait être capable de les utiliser dans le jeu. Donc, on va juste compiler et aller voir ce que ça fonctionne. Donc, on va juste faire play ici. Maintenant, si j'appuie sur mes boutons sur le clavier, on voit que, bon, il n'y a rien qui se passe. OK, c'est bien. Et ensuite, si je regarde dans mon pawn ici, que je me mets en mode debug pour voir ce qu'il se passe, je vais juste déplacer mon pawn ici à droite pour regarder si nos events se font appeler. Donc ici, si j'appuie sur mes boutons, mes events ne se font même pas appeler. Mon zoom ne fonctionne pas non plus. La ligne, elle ne se fait pas trigger. Donc, on voit que ça ne fonctionne pas. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on fasse si on veut utiliser nos nouveaux inputs parce qu'ils ne fonctionnent pas par défaut. Donc, on va juste faire stop. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est les activer. Il faut dire à notre quel contexte qu'il doit utiliser. Donc, on veut utiliser le contexte par défaut et ce contexte-là peut être changé au runtime in-game si on veut. Donc, il faut dire à notre pawn quel contexte qu'il doit utiliser. Donc, on va aller faire ça dans le pawn. Je vais le faire dans le begin play à la fin ici, juste à la fin du begin play. Et je vais me déplacer à droite un peu et je vais faire ça de cette façon. Donc, ici, je prends mon owner qui va être le player controller de notre pawn parce que les pawns sont contrôlés par un player controller. Donc, je prends mon player controller, je le casse en player controller, je m'assure que c'est vraiment un player controller parce que le Enhance Input Local Player Subsystem, ce truc-là ici, est à l'intérieur du Player Controller. Donc, on doit accéder au Player Controller pour accéder le Enhance Input. Et à partir du Enhance Input, là, on peut lui dire quel mapping qu'il utilise. Et dans notre cas, on veut utiliser le mapping default. Donc, IMC default, qui est l'asset qu'on a créé juste ici. Donc, on dit à notre pawn, OK, maintenant, tu utilises ce contexte-là. Le contexte contient toutes les informations de toutes les lettres et de toutes les keys qui sont assignées à chacun de nos inputs. Donc, on peut changer ça dynamiquement, dépendant de vos contextes de votre jeu. Dans mon cas, j'utilise juste celui-là. Donc, on le set au begin play, ça devrait être suffisant. Donc maintenant, si je retourne dans le jeu et que j'essaie mes keys, on voit si ça fonctionne. J'essaie de déplacer, ça ne fonctionne toujours pas. OK, et mon zoom ne fonctionne toujours pas non plus. Bon, c'est quoi le problème? Et ça, c'est dans les project settings en fait. Parce que là, il faut dire à Unreal qu'on arrête d'utiliser les vieux inputs. Ça, c'est les vieux inputs ici. On arrête de les utiliser, on veut utiliser les nouveaux inputs à la place. Donc ça va être ici dans nos inputs. Dans notre catégorie default class, juste ici, on peut lui dire quel type d'input qu'on veut utiliser. Donc soit les player inputs, qui sont les inputs qui sont ici, ou alors
avoir les Enhance Player Input, qui est le nouveau système de Player Input. Donc ça, dans les nouvelles versions d'Unreal, ça devrait être seté par défaut, mais dans mon cas, vu que j'utilise une vieille version encore, il faut les setter manuellement. Donc on peut remplacer les deux inputs ici pour le Default Input Class et le Default Input Component pour les Enhance Player Input. Donc ça, notre jeu maintenant, c'est qu'il doit utiliser les nouveaux inputs et non les vieux inputs. Maintenant, ça devrait être vrai. On devrait être capable de retourner dans le jeu et tester nos inputs. Donc, par en avant, par en arrière, ça fonctionne. Ensuite, mon zoom out, zoom in, ça fonctionne. Mes lettres Q et E fonctionnent aussi. Et si je fais gauche-droite, OK, je me déplace devant, arrière, encore une fois. Bon, OK, mon gauche-droite ne fonctionne pas encore. Il reste encore ça à faire. Mais au moins, avant, arrière, et la rotation de la caméra fonctionne bien, le zoom fonctionne bien aussi. Donc ça, c'est bien. Il reste seulement à aller réparer notre gauche-droite qui, en ce moment, il se déplace toujours d'avant en arrière. Et ça, la raison, c'est parce qu'on n'a jamais dit à nos lettres gauche et droite qu'il doit utiliser un axe différent. Parce que ici, si on s'en vient dans notre porn et qu'on va voir notre input mapping, ici, c'est un axis qui est séparé entre un X et un Y. Par défaut, toutes les valeurs s'en vont dans le X. Et c'est ça qui arrive en ce moment. Toutes nos valeurs s'en vont dans le X. C'est pour ça qu'on se déplace toujours d'avant en arrière, parce que notre X, c'est le forward vector, donc avant-arrière de notre caméra. Mais là, il faut aller déplacer certains de nos inputs dans le Y. Et ça, il faut aller faire ça à l'intérieur de notre IMC défaut. Donc ici, dans IMC défaut, pour chacune de nos boutons qui vont être dans un axe différent, pour leur dire va dans un axe différent. C'est simple. Donc, on fait simplement se rajouter un nouveau modificateur. Donc, left-right, on va se rajouter un modifier. Et le modifier qu'on doit utiliser pour dire à Unreal que notre axe doit se retrouver dans le Y et non dans le X, c'est le Swizzle Input Axis Values. Donc, ça nous permet de swapper des axes dans notre input. Le nom n'est pas très clair et en fait, la valeur qui est en dessous est encore moins claire, à mon avis. Donc, ici, ça fait simplement nous dire Y, X, Z. OK, c'est quoi ça veut dire? Mais dans le message, dans le tooltip, ça dit que ça swap le X et le Y. Donc, tout ce qui se retrouvait dans le X avant va se retrouver dans le Y pour ce bouton-là. Donc, pour mon bouton left, je veux que ma valeur se retrouve dans le Y. Donc, c'est vraiment Y, X, Z qu'on doit utiliser parce que ça va swapper le résultat de notre X. Ça va le mettre dans le Y lorsqu'on appuie sur la flèche de left. Et ça, ouais, c'est pas très clair. J'espère que mes explications font du sens. Mais en bref, mettez un Swizzle Input Axis Values dans chacun de vos inputs qui s'en vont de gauche à droite. Donc ici, je vais simplement faire la même chose pour mon A. Donc je vais me rajouter un nouveau modifier qui va être le Swizzle Input Axis Values. Voilà. Et ensuite, même chose pour mon right ici, parce que là, je le fais pour mon left, mais je vais aussi le faire pour mon right. Donc le right et le D, je vais simplement me rajouter un modifier qui est le Swizzle Input. Et mon D ici, rajouter un nouveau modifier qui va être le Swizzle Input. Voilà. Donc là, lorsqu'on appuie sur droite ou gauche, ça va prendre la valeur qu'on avait avant et ça va le mettre dans le Y. Donc, quand on arrive dans notre pawn ici, notre action value va avoir une valeur dans le Y. En ce moment, c'est 0, mais là, ça va avoir une valeur dans le Y qui va être multipliée par notre right vector. Donc, notre caméra va se déplacer vers la droite. Donc, voilà, si j'appuie ici sur play et maintenant, je me déplace de gauche à droite dans le jeu, ça fonctionne aussi. Donc, avant, arrière, gauche, droite, ça fonctionne. Je peux tourner ma caméra et je peux zoomer, évidemment. Donc, voilà. Bon, on a réussi à faire notre mouvement de caméra. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, on n'a pas fini. Parce qu'on a d'autres inputs qui sont utilisés dans le jeu qui ne sont pas définis dans le project setting. Et ces inputs-là, eh bien, ils sont dans le BP Player Action. Donc si je m'en vais ici, je vais aller dans mon event graph et je vais zoomer juste ici. Évidemment, j'ai mon left click. Donc quand je veux lancer mon action avec le left click, je fais un clic gauche. Quand je veux lancer mon action avec le clic droit, je fais un clic droit, évidemment. Donc il faut déplacer ces events-là dans le nouveau input system parce qu'il utilise encore le vieux input system. Et finalement, en bas ici, j'ai le AnyKey qu'on utilisait pour sélectionner un sort dans notre barre de sort en utilisant les chiffres de notre clavier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on appuie sur ces clés-là, ça va sélectionner le sort associé dans notre barre de sort. Et en ce moment, ça utilise le AnyKey qui est dans le vieux système lui aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer nos trois événements, donc le AnyKey, le right mouse button et left mouse button, par de nouvelles actions qu'on va se créer et on va les utiliser à la place de ces vieux événements-là. Et de toute façon, ça va être juste beaucoup plus propre que de simplement les utiliser directement comme ça, sans passer par ni les project settings, ni le nouveau input system. Donc, on va refaire nos actions correctement. Donc, on va aller dans le main menu ici, on va aller dans nos dossiers de input et on va se créer trois nouveaux inputs. Donc, input, input action, input, input action et finalement input, input action. Une action pour le clic gauche, une action pour le clic droit et une action pour sélectionner nos sorts. Et donc voilà, j'ai mes trois actions. Donc IA action left click, IA action right click et finalement IA action select spell. Donc on va ouvrir ces trois actions-là pour les configurer évidemment. Pour le clic gauche, ça va être simplement un booléen parce qu'on veut simplement savoir si le bouton est enfoncé ou non. Donc on, off et c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite pour les triggers, on veut se faire notifier quand on appuie sur le bouton.
bouton. Donc, quand le bouton est pressed, parfait, ça c'est bien. Mais on veut aussi savoir quand le bouton est release, parce que si on retourne dans notre code, dans notre player action ici, on utilisait les deux. On utilisait le pressed et le released. Donc, on va utiliser la même chose ici dans notre left click. On va se rajouter un deuxième trigger qui va se faire appeler aussi quand on release notre bouton, donc released. Donc, cet événement-là, il va se faire appeler dans le pressed et dans le, oups, j'ai sélectionné pulse, release. Dans le press et dans le release, voilà. Donc ça, c'était pour notre clic gauche. On va faire exactement la même chose pour le clic droit. Donc dans le clic droit, booléen aussi, soit cliquer ou non. Et ensuite, on va se rajouter deux triggers. Le premier va être press et le deuxième va être release. Parfait. Donc quand on clique, ça appelle press. Quand on release, ça va appeler release, évidemment. Donc ça, c'est bien. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est notre select spell. Ici, celui-là, techniquement, c'est un bouton. Donc quand on appuie sur un shift sur notre clavier, c'est un bouton. C'est juste, est-ce que le shift est appuyé ou non? Oui, non, oui, non, oui, non. Puis on veut simplement le savoir lorsque le bouton est appuyé. On veut pouvoir sélectionner le spell associé. Mais l'association du spell, en ce moment, la façon que je le fais, c'est en utilisant le nom de notre key qu'on vient d'appuyer dessus et ensuite je la convertis en integer. C'est pas très propre. Je fais -1 ici et ensuite on le passe. C'est pas très propre. Donc à la place, ce que je vais faire, c'est assigner la valeur qu'on veut lui passer directement sur notre bouton. Donc quand on sélectionne le bouton, on appuie sur le bouton, ça va simplement passer la valeur directement à notre fonction. Donc pour ça, je vais simplement retourner ici dans mon action de Select Spell et convertir ça en un float. Comme ça va nous donner une valeur qui nous permet de feeder une value à notre code. Donc si par exemple on veut que notre valeur soit 3 parce qu'on a appuyé sur le chiffre 3, on va simplement pouvoir multiplier la valeur par 3. Et voilà, c'est simple. Si on veut que la valeur soit 10 parce qu'on a cliqué sur le bouton 0 qui est le chiffre numéro 10 techniquement sur le clavier, on va pouvoir simplement prendre le float qu'on reçoit en input et le multiplier par 10 et ça devrait fonctionner. Donc, on va voir ce que ça va donner, on va essayer, puis si ça ne fonctionne pas, eh bien, on va juste changer d'idée. Mais je crois que ça fonctionne quand même bien comme système. Donc, ici, dans mes triggers, je vais simplement me rajouter un nouveau trigger quand on appuie sur le bouton, donc pressed. Donc, quand on appuie sur le bouton, on va trigger notre événement, évidemment, et on va utiliser le float pour déterminer quel key qu'on vient d'appuyer dessus. Parfait. Maintenant, il reste simplement à aller rajouter nos trois nouvelles actions à l'intérieur de notre mapping. Donc, dans notre mapping, je vais collapser mes vieilles actions et me rajouter mes trois nouvelles actions. Bon, il réexpande tout le temps, c'est pas super, mais bon. OK, je vais rajouter mes trois nouvelles actions ici. OK, parfait. Donc, j'ai mon left click, right click et select spell. Et là, je vais simplement assigner mes boutons. Donc, left click, right click. Et finalement, pour mon select spell, je vais avoir tous mes chiffres que j'ai sur mon clavier. Donc, 1. Ensuite, même chose, je vais faire la même chose pour les autres. Oh, OK. Ça réouvre à toutes les fois, c'est pas très agréable, mais bon. OK, 2. Ensuite, ajouter l'autre 3. Ajouter une autre clé 4. Ajouter un autre bouton pour le 5. En fait, est-ce que je peux en ajouter plusieurs en même temps? Et voilà, OK, parfait. 6, 7, 8, 9 et le 0. Voilà, donc là, j'ai tous mes chiffres d'assignés. Peut-être que je peux collapser maintenant, ça devrait peut-être être mieux. Et voilà, juste comme ça. Donc, mon left mouse button, right mouse button, ceux-là sont simples. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, qui sont les chiffres de mon clavier qui vont être utilisés pour sélectionner quel sort qu'on veut lancer dans notre barre de sort. Et donc, pour chacun de ces chiffres-là, on va pouvoir feeder une valeur différente à notre code parce que c'est un axis mapping, c'est pas un action mapping. Et la façon que je vais faire, c'est en utilisant le scaling de notre value. Donc, ici, je peux me rajouter un nouveau modifier. Le modifier, ça va être scalar qui nous permet de scaler notre valeur. Donc, on peut le multiplier par un chiffre. Et dans mon cas, ici, je vais multiplier le x par 1 parce que c'est le chiffre 1. Et ensuite, on va faire la même chose pour les autres actions. Donc, je vais simplement copier ça ici. Pour le chiffre 2, mon modifier, ça va être la même chose. Donc, je peux paster mon modifier ici. C'est pas très efficace. Donc voilà, je peux multiplier ma valeur en utilisant un scalar et cette fois, je vais la multiplier par 2 parce que c'est le chiffre 2 et je vais faire la même chose pour les autres. Donc, nouveau modifier et que je peux mettre un scalar que je peux expand pour le multiplier par 3. Ensuite, même chose, 4. Donc, nouveau modifier, scalar, et je vais faire la même chose pour toutes les autres. Donc, x4 parce que c'est le chiffre 4. Et on fait la même chose pour les autres. Et voilà, donc à partir d'en haut, j'ai mes chiffres ici. J'ai mon chiffre 1 qui est multiplié par 1. J'ai mon chiffre 2 qui est multiplié par 2. 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 quand j'appuie sur le chiffre 0. Voilà, donc tous mes chiffres sont multipliés par une valeur qu'on décide de lui passer. Ça peut être les chiffres que vous voulez. Dans mon cas, j'ai décidé d'assigner le même chiffre que le chiffre que je viens de cliquer dessus parce que ça fait juste du sens à mon avis. Donc voilà, maintenant, notre valeur va avoir une valeur différente dépendant de la lettre qu'on vient d'appuyer. En fait, du chiffre qu'on vient d'appuyer. Parfait. Donc là, on devrait être prêt à utiliser tous nos inputs pour remplacer les vieux inputs qu'on avait dans notre BP Player Action. Donc à l'intérieur du BP Player Action, on a notre left click, right click et any key. On va remplacer ces trois-là par les trois nouvelles actions qu'on a créées. Donc IA left click que j'ai juste ici. J'ai aussi le IA right click. IA right click. Et finalement, IA select spell que j'ai juste ici. Voilà. Donc, OK.
Premièrement, le left click et le right click, c'est relativement simple. On peut simplement les reconnecter de la même façon qu'ils étaient connectés avant. Par contre, on n'a plus accès au pressed et au release. À la place, on a un booléen qui nous dit si le bouton est pressed ou release. Donc ça va nous dire est-ce que le bouton est enfoncé ou non. Donc à la place, je vais simplement me faire une petite branche ici, connectée au trigger. Donc dans le trigger, quand notre événement est triggeré, on regarde si le bouton est enfoncé ou non. Si le bouton est enfoncé, on va simplement appeler les mêmes événements qu'on avait avant juste ici à la place du pressed. Donc je peux simplement le reconnecter comme ça en tenant le contrôle enfoncé. Et ensuite, même chose pour le release. Donc, je peux déplacer mon lien de cette façon. Donc, ça, c'était l'équivalent de ce qu'on avait avant notre press et notre release. Sont maintenant dans le true et le false qui sont juste ici. Et on va faire la même chose pour le right click. Donc, on se fait une petite branche ici. On fait un regard, un if pour regarder si notre bouton est enfoncé ou non. S'il est enfoncé, on va exécuter notre pressed et s'il n'est pas enfoncé, on va exécuter notre release. Voilà, juste comme ça. C'est la même chose qu'on avait avant, donc ça devrait déjà fonctionner. Ensuite, pour le select spell, celui-là, il va être un petit peu plus compliqué. En fait, plus compliqué, mais aussi plus simple parce qu'on va supprimer beaucoup de choses. Donc, premièrement, le any key, on n'en a pas besoin, on peut le supprimer. Ensuite, on n'a pas besoin de regarder si le chiffre est numérique parce qu'on sait qu'il est numérique. On le reçoit ici, c'est un float. Donc, on peut simplement supprimer ça. Ensuite, je vais simplement tout supprimer ces liens-là ici parce qu'on n'a pas besoin de faire aucune string manipulation du tout. Je peux simplement connecter mon trigger à mon branch que j'ai juste là. Voilà. Ensuite, je peux connecter ma branch à ma fonction directement, comme ça ici. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Et ensuite, il reste simplement à convertir notre action value, qui est le chiffre qu'on décide de scaler ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux simplement prendre cette valeur-là et la passer ici. Il faut juste que je la round pour la mettre dans un integer. Voilà, j'ai un integer que je fais -1 parce que j'ai conservé cette logique-là dans mes clés. Et c'est tout. Maintenant, ça devrait fonctionner et on n'a pas besoin de faire de manipulation de string pour regarder c'est quoi le nom du bouton qu'on vient d'appuyer dessus et sélectionner quel spell basé sur le nom du bouton. À la place, on prend simplement la valeur qu'on reçoit directement du input action. Parfait. Donc là, on devrait être prêt à tester tout ça dans le jeu et faire ça qu'on n'a rien brisé. Donc, allons voir. Et voilà, donc je suis dans ma map de debug. Maintenant, je vais simplement retester ma caméra, faire sûr qu'elle fonctionne toujours encore bien. Donc, je peux me déplacer, gauche-droite, tourner la caméra, zoom out, zoom in, et on voit que ça fonctionne bien. Parfait. Donc, on n'a pas brisé la caméra, c'est bien. Maintenant, il reste simplement à tester le clic gauche et le clic droit. Donc, dans mon combat ici, je peux premièrement sélectionner des cases. OK, le clic gauche semble fonctionner. Et ensuite, je peux essayer d'ajouter des unités sur la grille. Donc, encore une fois, clic gauche pour ajouter les unités. Et ensuite, je peux faire clic droit pour enlever les unités. OK, ça fonctionne comme avant. Si je tiens mon clic gauche enfoncé, on voit que ça fonctionne encore. Je peux ajouter autant d'unités que je veux. Et même chose, si je tiens mon clic droit enfoncé, je devrais être capable de supprimer toutes les unités que je veux. Voilà. Donc, ça fonctionne comme avant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est me rajouter des unités dans une autre équipe pour pouvoir commencer un combat. Donc, voilà, je vais commencer mon combat. Et maintenant, bon, on va tester. Je peux-tu déplacer mon unité? Oui. OK, ça fonctionne bien. Je peux sélectionner mes sorts et les lancer. Donc, on dirait que ça fonctionne bien. Je peux sélectionner mon sort, je peux sélectionner mon autre sort et les lancer. Ça fonctionne bien. Je peux déplacer mon unité. Donc, tout semble fonctionner comme avant. Maintenant, si je m'en vais dans mon autre unité suivante, est-ce que je peux sélectionner mes sorts en utilisant les chiffres sur mon clavier? Si j'appuie sur 1, ça sélectionne le premier. Si j'appuie sur 2, ça sélectionne le deuxième. Et voilà, ça fonctionne bien. Si j'avais d'autres sorts, ça sélectionnerait les autres sorts, évidemment. Mais en ce moment, j'ai seulement 2 sorts. Donc, je ne peux pas sélectionner plusieurs autres. Donc, voilà, je peux sélectionner mes sorts en utilisant mes boutons sur mon clavier ou en utilisant ma souris si je veux, comme avant. Parfait. Donc, on dirait que tout fonctionne bien. On n'a rien brisé. Et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!